je vieillis comme tout le monde, j'ai des rides, j'ai des cheveux blancs, je suis plus comme j'étais avant, mais bon, ça rentre dans mon quotidien, ça ne me gêne pas pour faire ce que je fais. Et mes jambes, ça me gêne un peu parce que j'ai du mal à marcher, j'ai de l'arthrose, mais je me dis que je marche comme les animaux maintenant, au lieu d'avoir 2 pattes, j'en ai 4. Ah, c'était un être assez à part, mon père. C'était un être pour lequel j'avais une tendresse infinie. Qui était un homme d'affaires, ça l'emmerdait totalement de faire ce qu'il faisait. Il écrivait de très jolis poèmes. Il se baladait toujours avec une rose à la main parce qu'il pensait qu'il allait rencontrer une jolie femme à qui il pourrait la donner. L'éducation que j'ai eue, c'est comme quand on dit que quand on vous apprend plein de choses, la culture est ce qui reste quand on s'est débarrassé du superflu, de tout ce qu'on vous a mis dans le crâne. Bon. Et là, l'éducation que j'ai actuellement, c'est maintenant que je me suis débarrassée de tout le superflu qu'on m'avait collé dans ma tendre enfance, qui me permet d'avoir quand même la possibilité d'être bien élevée, de me tenir très bien, de parler normalement et d'avoir quand même une base importante dans la vie. Voilà. Et quand j'étais gamine, et mon père et ma mère étaient très durs avec moi. Et un jour, papa, qui savait que je voyais Vadim, mais enfin il essayait de surveiller tout ça, j'étais pas rentrée à l'heure parce qu'avec Vadim on s'était pas gêné pour faire ce qu'il fallait pas en attendant le mariage. Hein. On n'avait pas suivi les conseils de papa-maman. On a eu très très peur parce que papa a dit à Vadim, si ma fille n'est plus vierge, quand elle se mariera, il va filer un pistolet sous le nez, il lui a dit, je vous tue. Et maman a pris le pistolet, a dit, et si mon mari le fait pas, c'est moi qui le ferai. On n'en est pas trop large quand même. Enfin, il nous aura pas tués, mais... À 16 ans, on a voulu me séparer de Vadim. On voulait m'envoyer dans un collège en Angleterre, en pension. Parce que je crois que mes parents avaient plus ou moins compris ce qui se passait entre Vadim et moi. Bon, qu'ils n'étaient pas forcément pour ce mariage entre Vadim et moi. Puisque maman comptait les petites cuillères quand il était venu dîner pour voir s'il n'en avait pas emporté dans sa poche. Bon, donc c'était pas le genre idéal pour elle. Et mes parents avaient décidé de séparer pour voir si ça allait tenir, et en se disant comme ça, peut-être que ça va casser. Et ils avaient dit, ils voulaient m'envoyer en pension en Angleterre. Et ce soir-là, ils sortaient avec ma sœur. Moi, j'avais pas voulu sortir. J'étais allée au cinéma ou je sais pas quoi. Et je me suis mis la tête dans le four à gaz. Et quand ils sont revenus, bon, ils sont revenus parce que je crois la séance les avait emmerdés ou qu'il y avait une queue qui n'en finissait plus. Et bon, ils sont arrivés. Bon, évidemment, ça puait le gaz dans toute la maison. Moi, j'étais pas très en forme quand ils sont arrivés. Oui, il a eu le pistolet sous le nez parce qu'il a été le premier homme de ma vie quand même. Ça compte pour une femme. Ça compte. Enfin, ça compte plus maintenant, je crois, mais à l'époque, ça comptait. Saint-Tropez, je voulais pas, moi, particulièrement. C'est un petit village où maman et papa avaient acheté une petite maison de pêcheurs et où j'étais venue une fois ou deux avec Vadim quand nous étions fiancés, avant d'avoir le pistolet sous le nez, chez sa maman, chez la maman de Vadim. Parce que Vadim adorait Saint-Tropez. Moi, j'étais venue en vacances chez mes parents dans cette petite maison de pêcheurs qui était dans le village. Et c'était un petit village merveilleux, absolument ravissant. Après la guerre, c'était authentique. Tout le monde se connaissait. Il n'y avait pas de stars, de trucs, de machin. Et puis on a tourné Dieu créa la femme. Ça, je crois que ça a été le départ de notre consécration commune à Saint-Tropez et à moi. En fin de compte, on a été connus et reconnus dans le monde entier en même temps. C'est pour ça qu'on est collés comme de bonbons.
Moi, les maisons, c'était très important pour moi. Bon, la Madrague, c'était ma première maison, elle m'appartient plus, mais j'ai la possibilité de l'occuper jusqu'à ma mort, de l'entretenir et bon, de l'avoir à mes frais, mais d'y vivre. Bon, quand je serai morte, c'est la fondation qui la prendra en totale charge. Mais j'ai aussi mes racines, parce que c'est là qu'il y a le tombeau de mes parents et de mes grands-parents. Donc ça, c'est quand même important d'avoir le petit cimetière où sont vos parents et vos grands-parents. Alors, j'y vais plus trop maintenant, mais j'y allais beaucoup avant. Bon, maintenant, le cimetière de Saint-Tropez, c'est devenu la Tour Eiffel. Alors, tout le monde va au cimetière voir la tombe bon, la famille Bardot. Il y a Vadim, il y a Eddie Barclay maintenant. Il y a plein de gens très célèbres dans ce petit cimetière. Alors bon, c'est un peu moins pratique de s'y recueillir. Mais j'ai aussi cet amour de la terre. Moi, ma maison, mes maisons, là où j'ai mes animaux et tout ça, c'est pas comme un appartement à Paris. On peut pas s'en défaire comme ça. On y a mis tout son cœur, on l'a installé, on l'a arrangé, on l'a agrandi, on l'a décoré, on y a été heureux, malheureux. Les murs sont remplis de choses, de souvenirs. Et voilà, et je trouve qu'on ne peut pas refaire sa vie dans une nouvelle maison quand on a atteint un certain âge. C'est un peu comme un vieux mari, quoi. Moi, je crois que après avoir eu cette éducation très stricte et sévère, j'ai voulu éclater, faire tout le contraire de ce qu'on m'avait dit de faire. Moi, on m'avait dit de me marier, d'avoir des enfants, d'être fidèle à mon mari et tout le fourbi. Et tout d'un coup, ça m'a tellement paru invraisemblable que j'ai fait en excès dans l'autre sens, probablement. Et puis, je découvrais la vie, je découvrais les hommes, je voulais toujours un mieux que l'autre. En fin de compte, je sais pas, je m'étourdissais un peu, je m'éparpillais aussi. C'était pas très bien quand même, ça. C'était pas très bien. Je le regrette pas. Mais pour un équilibre, c'était pas bon pour l'équilibre. C'était un déséquilibre en plus avec le métier du cinéma qui est très déséquilibrant. Le fait aussi de changer de partenaire, de fiancé, d'amant, de mari ou de je sais pas quoi, comme ça sans arrêt, c'était assez déstabilisant aussi quand même. Ben, Gunther est un prince. Gunther se conduit comme un aristocrate dans la vie, et qu'il soit ou qu'il ne soit plus mon mari, il garde pour moi une tendresse et une affection qui fait qu'il m'a beaucoup aidé pour la fondation. Il m'a aidé déjà quand j'ai vendu tous mes bijoux, dont l'immense diamant qu'il m'avait donné, et qui a été une grande part de l'argent que j'ai récupéré pour ma fondation. C'est lui qui l'a racheté, ce diamant. Il l'a gardé pour lui, il ne me l'a pas rendu parce qu'il serait dit, elle va encore le revendre pour les animaux. Mais enfin, quand même, il l'a racheté et il me donne de temps en temps de grandes et belles sommes pour la fondation. Et il m'envoie des petits mots charmants. On garde un contact, c'est ça, très, très charmant et très joli. Je l'ai eu en face de moi, nous sommes tombés dans les bras l'un de l'autre, mais depuis 10 ans, je n'ai plus aucune nouvelle de mon fils. Et je ne veux pas en parler. C'est très triste, parce que j'en ai qu'un. Et qu'une fois adulte, nous nous sommes bien retrouvés. Mais la sortie de mes mémoires, alors que je lui avais fait lire le manuscrit, quand les mémoires sont sorties, initial bébé, son père a fait un scandale et a entraîné Nicolas avec. Et depuis, je n'ai plus aucune nouvelle. Voilà. Et on n'en parle plus. C'était un type unique. Un type unique.
Il a fini trop mal avec son Gainsbourg, c'est dommage, parce que il a été très très malheureux, je crois. Il avait un mal de vivre, et de temps en temps, je me dis, si j'avais pas eu la fondation Les Animaux, j'aurais pu finir avec une détérioration comme la sienne, parce qu'il n'en avait plus rien à foutre de la vie de l'humanité, de ce qu'on pensait de lui, etc., etc. Alors je vais vous dire, la beauté, c'est quelque chose qui peut être séduisant un temps. Ça peut être un moment de séduction. Mais l'intelligence, la profondeur, le talent, la tendresse, c'est bien plus important et ça dure beaucoup plus longtemps. Parce que la beauté, vous pouvez être avec le mec ou la fille la plus chouette du monde. Une fois que vous l'avez bien vue, qu'elle fait partie de votre vie, que vous la voyez en bigoudi et le mec en caleçon avec ses chaussettes et ses poils au truc, bon, vous vous dites, bon, il est bon comme il est, bon, il est beau, mais je m'en rends plus vraiment compte. Je crois qu'on finit par plus voir trop la beauté, tandis qu'on a toujours la perception de l'intelligence, de la sensibilité, du talent, et que ce sont des choses bien plus importantes que la beauté. Si vous aviez croisé un très beau mec, très bien foutu, magnifique, qui vous aime et qui vous dise c'est les chiens ou moi, Qu'il aille se faire foutre. vous préférez les chiens aux mecs? Oh, surtout un connard qui me dirait ça. Vous l'avez rencontré peut-être déjà, ce mec-là, non? Oh ben, si je l'ai rencontré, il a pas fait long feu. Je suis pas du tout féministe, moi. Moi, je suis masculiniste. J'aime les mecs. Et je trouve que bon, les femmes, elles ont des tas de qualités, mais elles ne peuvent pas remplacer celles des hommes. Je l'ai pas été parce que je voulais être féministe. Moi, je l'ai été parce que j'étais comme ça. C'était ma nature, c'était ma façon de vivre, ma façon d'être. Mais croyez-moi, dans certains postes ou dans certaines conditions, les hommes ne peuvent pas se faire remplacer par des femmes. Pas possible. C'est pas pour ça que je trouve qu'il n'y a pas des femmes formidables. Mais quand on nous parle de la parité, il faudrait encore qu'on trouve d'autant de femmes intelligentes que de mecs cons. Parce que faut qu'il y ait un équilibre. Alors comme ils sont tous un coup oui, un coup non, bon d'accord qu'on prenne des femmes, mais qu'elles soient intelligentes, qu'elles soient faites pour ce qu'elles vont faire, pas parce que c'est une femme et qu'on va la sortir de son gourbi et de sa cuisine pour la coller sur le perchoir de l'Assemblée nationale. Cette Marguerite Yourcenar, quelle merveille. Elle voulait me rencontrer quand elle a été élue à l'Académie française. Première femme. Extraordinaire quand même. Et elle avait dit, on lui avait dit, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Rencontrer Brigitte Bardot. Oh, moi on m'appelle, on me dit, j'étais à la Madrague, Marguerite Yourcenar veut vous rencontrer. Je dis, bon, ben, je sais pas moi, je savais rien de Marguerite Yourcenar. Et du coup, bon, j'ai dit, je peux pas remonter à Paris, je vais pas aller à l'Académie française, je sais pas quoi, moi, c'était pas mon truc. Et ça, on a laissé tomber comme ça, j'étais désolée, je me suis excusée, tout ci et tout ça. Et un soir, qu'il pleuvait des cordes, que j'étais boueuse comme un charretier avec mes chiens qui revenaient d'une balade, il pleuvait comme vache qui pisse à la Madrague, c'était épouvantable. Je rentre à la Madrague, un feu de bois, le téléphone sonne. Marguerite Yourcenar était à Ramatuelle, à 15 km de Saint-Tropez. Elle était venue de Paris, voulait me rencontrer. Et elle est arrivée sous la pluie, avec un petit chauffeur qui était un ami à elle. Moi, crottée comme pas trois, les chiens crottés, tout le monde lui saute au-dessus. On s'est assis toutes les deux au bord du feu de bois, on a bu un petit champagne et on a parlé comme si on se connaissait depuis toujours. Et après,
quand elle est repartie aux États-Unis, elle m'a envoyé ses livres, les plus faciles à lire d'abord, et elle s'est bien gardée de m'envoyer les mémoires d'Adrien, parce qu'elle sait que j'aurais rien compris du tout. Et elle m'a envoyé des livres que j'ai découverts, qui sont extraordinairement beaux. Et c'est elle qui a dit cette phrase: « Je suis végétarienne parce que je ne veux pas digérer l'agonie. » C'est beau, hein. Je ne veux pas digérer l'agonie. C'est elle qui a dit ça. Il y a eu des grands noms, même dans d'autres films. Il y a eu aussi Duvivier, il y a eu Michel Deville, L'ours et la poupée, c'était un très joli film. Je choisissais selon mes humeurs et mes instincts du moment. J'ai jamais eu un côté, je vais mener ma carrière comme si... Non, moi j'ai toujours été un peu bohème dans tout ça quand même. Oui. Ah oui. J'ai de la veine, parce que j'ai fait de bons films avec de bons metteurs en scène, tout en étant bohème. Mais je me donnais du mal quand je le faisais. J'ai jamais fait les choses à moitié, voilà, c'est ça surtout. Oui, c'est ça. Je ne me suis jamais lancée dans quelque chose en disant je m'en fous, même si c'est pas bien, je m'en fous. Quand je commence quelque chose, je veux le réussir, voilà. Ça, c'est ma devise. Alors maintenant, 20 ans après, 30 ans après, on dit que j'étais une bonne actrice, que ceci, que cela. Ça ne me touche plus. Par contre, les critiques de l'époque me faisaient du mal. Oui. Parce que je me donnais du mal. Je voulais réussir, je voulais faire quelque chose de bien. Je voulais pas être une actrice extraordinaire, mais je voulais être bien dans ce que j'avais décidé de faire. Et quand je voyais vraiment qu'on me traitait comme la boniche du coin à l'époque, on disait que je parlais comme je sais pas quoi, c'est vrai que j'ai toujours ma voix a été spéciale, ma façon de parler a toujours été un peu traînante, spéciale, avec la façon que j'ai de couper les mots, etc. Bon, bah c'était comme ça. Mais à l'époque, ça choquait ou ça plaisait pas. Mais je l'ai revu, la vérité, il n'y a pas longtemps. Ben, j'étais en larmes. Je pleurais. C'est vrai. Mais bon, moi je suis très très bon public. Je me souvenais vaguement de l'histoire, bien sûr, mais bon, c'était tellement loin de moi que je l'ai regardé comme si c'était pas moi qui jouais dedans. Pour moi, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre qui me ressemble. Je me sentais traquée. J'ai vraiment eu un moment dans ma vie la même impression qu'un animal traqué par des chasseurs. Je percevais le déclic d'un appareil photo alors que personne ne savait qu'il y avait un photographe dans le coin. Je le savais, j'étais aux aguets comme un animal traqué. Je l'ai vécu, ça. C'est pour ça que je me sens beaucoup plus proche des animaux que des êtres humains. Je me retrouve beaucoup plus dans l'animal, parce que j'ai vécu un peu comme un animal quelque part. Le nombre de trahisons que j'ai pu avoir de gens proches qui pour du pognon allaient vendre des endroits secrets où j'étais, ou dire des choses que j'avais racontées, ou vendre leur mémoire, ou j'avais plus confiance en rien ni personne. On pourrait croire que... Mais il y a des gens qui seraient très très heureux d'avoir été à ma place. Le tout, c'est de se contenter d'une superficialité dont je ne me contentais pas. Voilà, c'est ça. Il me fallait... je recherchais autre chose que se paraître, toujours se paraître, avoir l'air de ceci, être jolie, avoir l'air... avoir les premières pages des journaux, des films qui marchent et tout, le fourbi, être bien jolie tous les jours. J'en avais marre d'être jolie tous les jours. Ça, en ce moment, je suis moche tous les jours, ça me rattrape le temps perdu. De toute façon, je trouve qu'il ne faut jamais rien regretter, parce que c'était mon choix, c'est moi qui ai décidé de faire ce que j'ai fait dans la vie, et il n'y a aucun regret à avoir. Et en plus, ce que j'ai fait au départ, qui m'a donné un nom connu dans le monde entier,
m'aide énormément maintenant pour la protection des animaux quand même. Parce que si je m'appelais Dupont-Durand, on m'enverrait faire foutre. Déjà que c'est pas toujours facile en s'appelant Brigitte Bardot, surtout en France. C'est plus difficile en France qu'à l'étranger pour moi. Le gouvernement français ne me tend pas beaucoup la main. Moi, j'ai changé de vie. J'ai tourné une page totale, là. J'ai quitté les paillettes, les belles voitures, les réceptions, les trucs et les machins, l'argent aussi, parce qu'on gagne beaucoup d'argent en faisant du cinéma, pour me consacrer à mon tour à ce qu'il y a de plus misérable sur la terre. Parce que l'animal est encore plus misérable que le plus misérable de tous les êtres humains. Parce que le plus misérable de tous les êtres humains, il finit pas à l'abattoir. Quand même. Bon. Alors, l'animal, c'est vraiment la désespérance, quand ils sont malheureux, bien sûr, hein, totale. Et j'ai tout quitté pour eux, pour me mettre à leur service. Ils se sont dit, ça y est, elle est de mauvaise humeur, elle est gros gnou-gnou, elle est pas contente, elle s'emmerde, elle nous fait un coup, elle nous fait un caprice. Et voilà, c'est ce qu'ils ont pensé. Et le caprice, il dure depuis 33 ans. C'est pas mal quand même. C'est un caprice qui dure. Si j'avais pas cette fondation et les animaux, je serais morte. C'est très simple. J'aurais certainement pas pu continuer à évoluer dans un monde qui m'est hostile, dans lequel je ne m'intègre pas du tout, et que je trouve devenu de plus en plus déshumanisé. Alors, la survie que je donne, moi, à certains animaux, en leur donnant ma vie, eux, ils me la rendent, ils me rendent l'appareil en me laissant la possibilité de vivre pour un but, pour un idéal, pour quelque chose qui est un cauchemar, mais qui pourrait être un rêve, voilà. Je devais avoir 23 ou 24 ans. J'avais vu une image d'un abattoir. D'abord, j'avais vu le film de Georges Franju qui s'appelait « Le sang des bêtes ». Et ça, je dois dire qu'il était en noir et blanc, ce film. Et c'était pris dans les abattoirs. Et on se disait, mais comment... Et c'est depuis ce jour-là que je mange plus de viande. Mais comment on peut admettre qu'on fasse subir quotidiennement, tous les jours, toute l'année, à des animaux innocents, mais c'est un enfer, c'est un martyre, c'est un massacre, c'est affreux les abattoirs. Donc j'avais été voir Roger Frey à l'époque, et il y a une histoire, c'était en plein truc d'OAS et de fourbi, et j'étais arrivée au ministère de l'Intérieur avec des pistolets d'abattage qui étaient des modèles de, comment on dit, des trucs pas encore finis là, des prototypes, voilà, prototypes, dans un sac. Et je venais voir Roger Frey pour lui demander de faire que dans les abattoirs, on puisse abrutir les animaux avec ce pistolet pour qu'ils ne soient pas conscients au moment du couteau. Parce que ça, c'est bon. Et j'étais arrivée avec mon sac, et les gardes du corps avaient regardé dans mon sac, ils m'avaient pris pour une terroriste. Ils croyaient que je venais avec mes pistolets pour tuer le ministre de l'Intérieur. Et Roger Frey était sorti de son bureau en entendant un ramdam épouvantable. Il m'avait vu en larmes, j'étais en larmes. Mais il avait hurlé de rire, il avait dit « Mais non, elle vient m'apporter des prototypes pour les abattoirs. » Et ça a été terrible pour moi parce que je n'y comprenais rien. Et simplement, j'avais vu ce qu'on devrait montrer aux gens, parce qu'il y aurait beaucoup moins de gens qui mangeraient de la viande si on voyait
ce qu'on voit dans les abattoirs. Et j'avais été très intimidée aussi parce que je ne m'occupais pas d'animaux. Donc j'étais là uniquement comme ça, avec mon cœur et mon espoir. Et cet espoir a été entendu puisque quelques années après, quand on a changé les abattoirs d'endroit, qui n'ont plus été dans les Halles, mais qu'on les a mis à Roissy, il est devenu indispensable d'utiliser l'électronarcose pour que les animaux ne soient pas conscients au moment de l'égorgement. Et ça, c'est quand même... C'est une triste victoire, très triste, mais c'est quand même une victoire, et je voudrais qu'il se passe la même chose pour les abattages rituels musulmans, parce que je ne comprends pas, les animaux n'ont pas de religion, n'ont pas de parti politique, les animaux vont à l'abattoir avec la même douleur, que ce soit pour les musulmans ou pour les chrétiens de France ou le public de France, la laïcité française. Mais j'ai obtenu il y a 2 ans par M. Boubaker et son grand moufti que on puisse électronarcoser l'animal s'il n'est pas mort au moment du couteau. Or, il n'est pas mort au moment du couteau, puisque l'électronarcose n'est qu'un abrutissement, un étourdissement passager, et si on laisse l'animal vivant, il se relève 3 minutes plus tard et il est conscient. Il se relève comme s'il a pris un star ou un coup de poing en pleine gueule, quoi, mais c'est électrique. Bon, et je demande depuis 2 ans au gouvernement français de mettre les abattoirs musulmans en conformité avec cette chose qui pourrait éviter tant de souffrance aux animaux, et je ne trouve rien, ni personne pour le faire, alors que les musulmans l'ont accepté. C'est invraisemblable. Mais moi, M. Boubaker, je l'adore. Il a été d'une humanité, d'une gentillesse quand il m'a vu arriver, parce que c'est pas d'aujourd'hui. J'avais déjà parlé avec son père, et lui le sait, il y a 20 ans. Depuis 20 ans, je supplie que ces pauvres bêtes qui vont à l'abattoir pour la viande halal ne soient pas condamnées à souffrir l'épouvante de l'égorgement. Bon, au moins qu'on les électronarcose, qu'on les abrutisse, qu'on les étourdisse. Bon, et ça, il a vraiment bien compris, Monsieur Boubaker, parce que il sait que depuis 20 ans, j'ai appelé son papa avant lui, à la mosquée de Paris. Il y a 20 ans que je m'occupe de ça. Et il a compris que depuis 20 ans, c'est un leitmotiv qui me revient. Et à chaque fois qu'il y a l'Aïd el-Kébir en France, c'est une journée, moi, qui me fait pleurer toute la journée, parce que je sais ce qui se passe, comment on égorge les moutons qui ont 2 carotides, et comme souvent c'est mal fait, on leur en coupe qu'une, ce qui fait qu'ils mettent 3 fois plus de temps à mourir, puisqu'ils en ont 2. Alors, ils ne peuvent mourir rapidement que si on leur coupe les 2, et encore c'est l'horreur, parce que les autres voix baignent dans le sang, attendent, etc. C'est horrible, horrible, horrible. La Fondation fête un très bel anniversaire cette année, elle a 20 ans. C'est quand même extraordinaire de penser que en 1986, toute seule, j'ai monté cette fondation avec une secrétaire dans des bureaux qui étaient la chambre d'amis de la Madrague, et que maintenant, aujourd'hui, en 2006, après 20 ans de travail et d'obstination et de volonté et de courage, parce que c'est surtout ça, je me retrouve à la tête de quelque chose d'extraordinairement grand, beau, important et surtout utile pour les animaux. Il y a en France un problème, et je crois qu'il est mondial, mais en France sont particulièrement importants, c'est la surpopulation d'animaux, parce que il en vient des pays de l'Est qui sont jamais déclarés, qui arrivent en douce parce qu'il n'y a pas de douane, donc tout le monde arrive, des tout petits bébés qui finissent dans des animaleries, qui sont séparés trop vite de leur mère, qui meurent en veux-tu, en voilà, c'est abominable ce qui se passe. Il y a beaucoup trop de reproduction
d'élevage reconnu en France de différentes races, et au fur et à mesure qu'une race est à la mode, on fait reproduire sans arrêt la pauvre femelle qui quelquefois même n'en peut plus et crève, parce qu'elles ne peuvent pas avoir des portées sans arrêt comme ça. Bon, alors, et tout ça inonde le marché français. Les invendus finissent parfois dans des trafics assez immondes qui peuvent être ou des laboratoires, ou des trafics de fourrure, ou des trafics de on ne sait pas trop quoi. Il y a toujours des trafics concernant les animaux. Et surtout, ça vient vraiment alors encombrer, mais à un point incroyable, tous les refuges, parce que les gens s'en séparent. Ils prennent une petite peluche et quand la peluche fait pipi et qu'elle bouffe les pantoufles et qu'il faut la sortir 3 fois par jour et que ça devient un gros machin, on s'en sépare. Et donc, les refuges sont saturés et les fourrières sont saturées. Et les fourrières, ce sont des couloirs de la mort où on euthanasie à tout va. Et il y en a partout en France et c'est monstrueux ce qui se passe. Et j'essaye avec l'actuel ministre de l'Agriculture, qui est sourd et aveugle, de lui faire comprendre qu'il faut mettre des quotas de reproduction pour les chiens de race en France afin de ne plus avoir cette surpopulation. Voilà. Alors, la mare aux zoos, c'est très très joli comme la façon dont c'est né. On cherchait, au départ, quand c'était encore une toute petite fondation, que j'avais une seule pièce rue Franklin comme bureau, mais qu'on était submergé d'animaux qu'on nous apportait sans arrêt. On avait cherché avec Liliane Sejanski, qui était la directrice à l'époque, après avoir quitté la SPA, une maison où mettre les chiens qu'on ne savait pas où mettre à Paris. On ne pouvait pas les garder dans une pièce, un bureau rue Franklin. Alors on avait trouvé, un jour, on avait visité plein de maisons, et un jour, en plein hiver, c'était le mois de janvier, on se gelait, on a visité une maison dans l'Eure qui s'appelle la Mare aux Zoos. Et pendant que Liliane allait voir les papiers, les trucs, parce que moi j'ai jamais été style papier, paperasse, j'y comprends rien, j'étais restée dans la voiture, et qu'est-ce que j'ai vu passer dans ce brouillard d'hiver et ce paysage désolé de l'hiver normand, un dicor, oui, un dicor qui a traversé et qui est venu boire dans la mare, puisque la maison s'appelle la mare aux zoos, c'était la mare aux oies dans le temps jadis, c'est devenu la mare aux zoos. Il est venu boire, il ne m'a pas vu, il est reparti aussi beau qu'il était arrivé. J'ai pensé que c'était un message, que c'était quelque chose qui me disait c'est cette maison-là qu'il faut prendre. Et c'est comme ça que je l'ai prise. Au départ, ça a été comme là-bas, comme je te pousse, puisqu'on n'avait pas beaucoup d'argent. On avait gardé les bâtiments d'origine, on avait trouvé un couple de gardiens, on n'avait pas beaucoup d'argent. À l'époque, la fondation était à ses débuts et on voulait faire très attention. Donc, on avait laissé un peu comme ça, les chiens étaient dans un grand bâtiment avec du chauffage, bien sûr, heureux, bien sûr. Mais après, au fur et à mesure que la fondation a pris de l'ampleur et que les animaux sont arrivés, chevaux, chèvres, vaches, moutons, canards, qu'est-ce qu'on a? On a eu aussi des gazelles, des petits cochons chinois, enfin bon. Il a fallu faire des structures adéquates pour recevoir tout ce petit monde. Et on a fait des choses qui sont absolument superbes et magnifiques. Parce que j'ai toujours refusé, je ne voulais jamais avoir un refuge en béton avec des cages et ce côté carcéral que je trouve trop triste pour les animaux. Donc ils sont en liberté dans la pelouse, peut-être un peu séparés les uns des autres, les petits des gros, les mâles, quoique tout le monde est stérilisé, mais les mordeurs des autres, enfin il y en a qui se battent, c'est toujours comme ça, hein, même chez moi à la Madrague. Mais là, comme il y en a beaucoup, on a 500 animaux à la Mare aux Zoos. 500. On a à peu près 60 000 adhérents, mais on en a aussi dans 20 pays différents.
On n'a pas que des adhérents en France, on en a dans tous les pays. Et alors ça a été petit à petit. Hein. C'est vraiment le proverbe. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, parce que on ne sait jamais si on va avoir la réponse du public, si le public va vous faire confiance, parce que nous, on ne vit pas de subvention, on n'a aucune subvention. On ne vit que par l'argent que moi j'ai mis au départ en vendant tout ce que j'avais de précieux, ce qui m'a permis de donner les fonds de ma fondation, qui à l'époque c'était 3 millions de francs. Après, j'ai donné ma madrague à Saint-Tropez pour que nous ayons la possibilité d'avoir la reconnaissance d'utilité publique. Il fallait asseoir la fondation, et comme j'avais plus d'argent liquide à lui donner à cette fondation, je lui ai donné la madrague. Et après, il fallait voir, sans commencer à voir trop grand, il fallait y aller petit à petit, prendre des employés au fur et à mesure de besoins que la fondation avait, changer de bureau. On a aussi changé de bureau, parce qu'on ne pouvait plus, on éclatait dans nos 2 petites pièces rue Franklin. En Afrique, en Bulgarie, en Thaïlande, au Congo, avec les chimpanzés de Jane Goodall et de Arlette Jamar. On les aide beaucoup, beaucoup. On a fait des réintroductions de gazelles au Sénégal. On a des lions qu'on a mis, je ne sais plus trop où, en Allemagne. Au Sénégal aussi. On recherche des endroits, parce que on est... comme on s'occupe de tous les animaux, on ne s'occupe pas que de chiens et de chats. Alors on nous appelle pour un lion, un hippopotame, un éléphant, des chevaux, évidemment beaucoup de chevaux. Et là, les chevaux vont être la base du combat de la Fondation en 2007, parce que je veux qu'on arrête de manger du cheval dans le monde. Voilà. C'est un énorme programme, mais je ne veux pas mourir tant que je vois ce qui se passe avec les abattoirs, les transports de chevaux. Je ne peux plus voir ça. Oh, ça, c'est trop mignon. Oh, c'était formidable, ça. Je venais de déménager de ma chambre d'amis à la Madrague pour le petit minuscule bureau rue Franklin. J'étais toute fière d'avoir un bureau à Paris, Fondation Brigitte Bardot. Ça faisait 5 mètres carrés ou 6 mètres carrés, c'était minuscule, mais c'était à Paris. Et ce jour-là, Cousteau m'avait invité à déjeuner, ce que j'avais trouvé adorable, parce que j'ai beaucoup d'admiration. J'avais beaucoup d'admiration pour cet homme. Et nous voilà partis déjeuner. Et pendant le déjeuner, j'ai dû parler de mon petit bureau de la rue Franklin et toute fière. Et il était très content, il trouvait que c'était très bien d'avoir commencé comme ça. Puis après, il m'a dit, allez, venez, je vais vous emmener voir mes bureaux. Donc on a traversé la rue, parce que c'était rue du Faubourg Saint-Honoré, on a traversé dans une petite impasse, et je me suis retrouvée devant une immense ruche, où je ne sais pas combien, 50 personnes travaillaient sur des ordinateurs, des trucs, des machins, je ne savais même pas ce que c'était à l'époque qu'un ordinateur. Et quelqu'un m'a dit, Brigitte, un jour, ta fondation, elle sera comme ça. Et comme je sortais de mon petit bureau rikiki, la rue Franklin, j'avais poussé des hurlements en disant, ça, faut pas me dire des bêtises, jamais j'aurai ça. Et aujourd'hui, je dois dire que j'ai l'équivalent. Voilà. C'était un sage, c'était un monsieur d'un grand courage qui avait vu des choses merveilleuses et qui avait fait des choses extraordinaires dans sa vie, et qui avait, lui aussi, cet amour, ce respect pour la vie des animaux, alors que il était un homme exceptionnel, reconnu comme un type unique. Et il avait lui aussi cet amour des animaux, et il venait, je me souviens, on faisait des manifestations, il était avec sa petite canne, il marchait à peine. Il marchait quand même un peu mieux que moi aujourd'hui.
Enfin, tout juste. Et on passait devant l'opéra, avec des slogans, et ce vieux monsieur marchait en tête de cette manifestation contre la fourrure. Quel courage, quelle beauté. La politique me débecte. Voilà. Je trouve que c'est dégoûtant. Chacun tire à eux et à dia la couverture à lui en se foutant pas mal des conséquences graves que ça peut avoir par la suite pour le ministère ou le poste qu'il a choisi, du moment que on tire à soi la couverture. Bon, cela dit, je ne peux pas mener cette fondation de protection des animaux sans être politique. Déjà au conseil d'administration, on a des représentants du ministère de l'Intérieur, de l'Agriculture et de l'Environnement et de l'Écologie. Bon, 3 ministères qui viennent surveiller ce qu'on fait, ce qu'on dit, comment on s'y prend, etc., etc. Bon. Et en plus, pour obtenir des changements dans tout ce fratras de merde qu'est la position des animaux en France, on est obligé de demander des appuis politiques. C'est pas pour ça qu'on les a, mais on est obligé d'aller les voir. Moi, depuis 33 ans que j'ai quitté le cinéma pour m'occuper des animaux, j'ai vu tous les ministres de l'Agriculture, tous les ministres de l'écologie depuis qu'ils ont été nommés, parce qu'au départ ils n'y étaient pas, tous les ministres de l'Intérieur, j'ai vu 3 présidents de la République, et je suis dans une merde pas possible, parce que personne ne m'aide. Personne ne fait quelque chose pour les animaux. J'entends bien, je ne demande rien pour moi, évidemment. Écoutez, l'espèce humaine est une horreur. Bon, et je le dis et je le répète. Quand on voit ce qui se passe, quand on regarde avec lucidité la façon dont les hommes s'entretuent, sont barbares, cruels, on revient à la barbarie totale. Regarde l'histoire de la petite fille et du petit garçon là, qu'on vient de trouver mort, violé, on ne sait pas, mais moi je remettrais la peine de mort pour les assassins de gosses. Moi, je leur mettrais tout de suite la peine de mort pour les assassins d'enfants. C'est scandaleux de faire des choses pareilles. Alors, et les technivals, où il y a 80 000 connards qui viennent se trémousser pendant des heures sur un terrain qui appartient à un pauvre paysan qui s'est levé le cul pour planter son blé, qui voit tout ça détruit, démoli, saccagé et tout, et qui tue les chiens, qui éventrent les chiens pour récupérer les paquets de drogue qu'ils leur ont fait avaler. Mais vous croyez que c'est bien ça? Mais c'est scandaleux, c'est à vomir. Alors dans toute cette merde qui est devenue l'humanité, parce qu'il n'y a plus rien qui sort l'homme de sa gangue terrestre et sale. Il n'y a plus d'idéal, il n'y a plus de religion, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien. Bon, il y a des gens, il y a des poignées, il y a une petite poignée par-ci, par-là, de gens merveilleux. Mais on n'en entend pas parler de ceux-là. Ceux-là, ils sont dans leur petit coin, ils subissent les horreurs qu'on voit tous les jours, ils n'osent rien dire, et ça sont des gens, sont des gens que j'estime des êtres humains, mais pas le reste, pas le reste. On est pris par le diable. Hein. Je crois que le diable, c'est pas nous qui prenons le diable par la queue, c'est lui qui nous dit de le tenir par la queue. On est vraiment pris par une diabolisation épouvantable, je crois. Dans les lettres que je reçois, mais il y a des gens fantastiques qui m'écrivent, de tout le monde, du monde entier, d'Australie, de Nouvelle-Calédonie, j'ai reçu des lettres formidables d'Amérique, d'Autriche, enfin bon. Il y a des gens super, mais là, c'est pas cette poignée, on est 6 milliards. Alors il faudrait qu'il y ait 5 milliards et demi de gens super, ça serait bien, mais malheureusement c'est le contraire. Il y a 5 milliards et demi de connards, salopards, de gens cruels, barbares, qui profitent de la faiblesse des animaux et de la faiblesse des hommes aussi. La faiblesse humaine, parce que c'est toujours la loi du plus fort.
Et ça, j'ai un mépris fondamental pour ce style d'être déshumanisé. Ça, je vais vous dire, bon, je vieillis comme tout le monde, et en vieillissant, j'ai de l'arthrose. Alors, j'ai les deux hanches qui sont prises. Quand j'en avais une, je boitais, ça se voyait moins. Maintenant, j'ai les deux, j'ai deux cannes. J'ai des rides, j'ai des cheveux blancs, j'ai le foie qui va pas, j'ai la rate qui se dilate. Non, enfin, je veux dire, l'âge, en prenant de l'âge, on a toujours des problèmes physiques. Et comme je me suis jamais fait opérer pour me faire des liftings, des trucs comme ça, jamais. La trouille en plus de me faire opérer. Puis bon, il faut l'accepter. Un jour on va mourir, on va pas t'opérer pour que tu meurs pas. On peut pas reculer les échéances. Alors il vaut mieux y aller petit à petit que de faire une dégringolade du jour au lendemain complète, je crois. Il vaut mieux s'habituer à son nouveau visage vieillissant. Moi, à force de me voir tous les jours, bon, bah, je vois bien que je suis plus comme j'étais avant, mais bon, ça rentre dans mon quotidien, ça ne me gêne pas pour faire ce que je fais. Et mes jambes, ça me gêne un peu parce que j'ai du mal à marcher, mais je me dis que je marche comme les animaux maintenant, au lieu d'avoir deux pattes, j'en ai quatre. C'est indispensable. Moi, je suis tout le temps en train de dire à la petite Vierge de m'aider. Je suis tout le temps en train de demander d'avoir le courage d'affronter tel ou tel problème, d'affronter tel ou tel voyage, d'affronter telle ou telle personne. Et je récupère de la force dans la spiritualité, oui, ça c'est sûr. Ça m'aide beaucoup. La spiritualité, elle est directe. Je suis en direct avec la petite Vierge, ou avec le bon Dieu quand les choses sont trop compliquées pour la petite Vierge, parce que quelquefois elle ne peut pas y arriver toute seule. Alors je m'adresse au bon Dieu, à Jésus. Regarde. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est une petite Sainte Vierge. Mais elle vous quitte jamais. Elle est toute petite. Et du reste, je vais la mettre dans ma poche. Voilà. Elle vous porter bonheur. Elle me protège. Il faut bien que quelqu'un me protège. Hein. Mais ça, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Bien sûr qu'il m'écoute. Bien sûr. Sinon, j'aurais pas ce que j'ai aujourd'hui avec cette fondation et la possibilité de sauver autant de vies animales. Bien sûr. C'est pas toute seule que je suis arrivée à faire ça. En dehors de toute l'aide que j'ai humaine, des gens qui m'entourent dans cette fondation, mais il y a autre chose. Pour que j'ai eu le courage et la volonté de franchir toutes ces étapes. Là, j'étais souvent seule quand je l'ai fait. Mais j'étais probablement pas seule. Je suis probablement très protégée et très aidée.